ça y est, nous sommes là, oh voilà, on a traversé la frontière georgienne. Ouais, on est en Géorgie et franchement, sacrée frontière à passer. Alors c'était la première un peu plus délicate forcément. Là, passeport obligatoire, contrôle des papiers, photos. On a été séparés. Comme tu l'as vu tout à l'heure, je t'expliquais que Stéphanie était partie, on savait pas trop où. Tu dis quoi, ma chérie? On va traverser à pied. Ok. Et je sais pas où il faut rentrer. Je sais pas. Attendez dans le côté. Ouais. Bah vaille. Et au moins vous êtes deux, c'est mieux. Donc voilà, Stéphanie, explique-nous. En fait, il faut savoir qu'en sortant de la Turquie, pour rentrer en Géorgie, le passager de la voiture faut qu'il descende et passer une frontière, normalement une frontière terrestre. C'est-à-dire, je passe les douaniers turcs pour rentrer à la frontière georgienne, seul. Voilà, sans, à pied. À pied. Voilà, par un autre passage. Et le véhicule par un autre endroit. Du coup, moi, le conducteur, je reste dans le véhicule. Je passe de poste en poste avec des contrôles de la cellule à l'intérieur, contrôle des papiers, que ce soit une première fois avant l'entrée dans la Turquie, avant la sortie de la Turquie, une deuxième fois à la sortie de la Turquie. Et après, on s'est refait contrôler par les douaniers là, au poste géorgien. Et après, contrôle de papier au poste géorgien. Et après, il y a toute une histoire. Parce que là, on n'a pas d'assurance quand on rentre en Géorgie. L'assurance française automobile n'est pas prise en compte. Donc, pour avoir une assurance civile, c'est pas une assurance rapatriement, etc. Voilà, c'est vraiment une assurance civile. Il faut donc prendre une assurance. Et j'avais lu sur internet qu'il fallait faire quelques kilomètres supplémentaires pour ne pas les prendre à la frontière, ou forcément, en général, à la frontière, il y a un peu d'arnaque, quoi. Et effectivement, voilà, on était à deux, on était avec Thomas. Thomas s'est fait alpaguer par le gars pendant que moi j'étais au guichet en train de faire les papiers d'entrée donc en Géorgie. Le gars l'a emmené directement au guichet de l'assurance. Thomas avait donné ses papiers au guichet de l'assurance et naturellement, il a fallu prendre. Et le mec il prenait le double. Normalement c'était 50 laris, donc ça faisait 16 € l'assurance. Et là en fait il demandait donc 45 laris. Donc imagine, donc on va dire 14 € de commission. Énorme, en plus. Bon là on est donc en Géorgie, du coup on a fait le taux de chance pour Thomas et Ismay qui ont changé de l'argent. Et là on est à la station-service. Écoute bien, combien ma chérie? 94 centimes d'euros. 98 centimes d'euros le litre de gasoil. Donc voilà, on est plutôt bien, on va faire le plein et c'est cool. Bon là ici c'est un truc de dingue, il y a des bureaux de change partout. Partout, il y a des bureaux de change. Après la frontière, on débarque direct dans la ville de Batumi. C'est vraiment un mélange surprenant ici. D'un côté, tu as des bâtiments modernes avec des designs ultra futuristes. Et de l'autre, des bâtiments plus anciens qui rappellent un style européen. Batumi, c'est un peu la capitale balnéaire de la Géorgie, coincée entre la mer Noire et les montagnes. C'est vivant, surtout en été. Il y a des plages, des cafés et des places toujours pleines de monde. La ville compte environ 170 000 habitants et on sent bien l'ambiance locale et animée dès que l'on roule dans les rues. Là on est sur une rue, il y a des cochons partout, c'est trop rigolo, là on a des cochons là, les cochons sont en liberté, ils sont sur le bord de la route, ils bouffent l'herbe. En quittant Batumi pour prendre la route vers Mestia,
on a vite remarqué que les routes georgiennes, c'est un peu comme des mini-zoos en plein air. On croise des cochons, des porcelets, des vaches, des poules et même des chevaux. Tous en totale liberté. Imagine un peu la scène. Tu roules tranquillement et là, au détour d'un virage, tu tombes nez à nez avec une famille de cochons en balade ou une vache en pleine sieste sur l'asphalte. C'est super drôle au début, mais il faut rester vigilant, surtout à la tombée de la nuit, quand le soleil descend. C'est le moment où tout ce petit monde rentre chez lui. Ça veut dire qu'il traverse et se regroupe un peu partout sur la route pour rejoindre leur ferme. Autant dire que ça ajoute un petit côté slalom nocturne et rouler la nuit devient une vraie aventure avec tous ses copains à quatre pattes en vadrouille. Bref, prudence, parce qu'ici, la route appartient autant aux voyageurs qu'aux animaux. Hey, coucou tout le monde, regarde le Google derrière. Coucou. Bon, c'est bon, on peut bosser là? Elle va tout casser, regarde-moi un peu. Bon, laisse. Bon, alors du coup, bon, t'as vu à quel point on se fait embêter par les jeunes. Ils sont là encore pour nous embêter, c'est pas possible. Ah ouais, ils sont chiants. Donc je disais, moi, que j'ai été... voilà, c'est bon, on est parti. Non, ils sont toujours là. C'est bon, on peut bosser là? Oh là là. Je vais leur pourrir dans la vidéo. Donc ouais, je disais qu'on était bien arrivé en Géorgie hier et que on a roulé, on a passé Batumi, là on est en direction de Mestia, on s'est trouvé un spot hier soir et on a beaucoup de vent. Ouais, on a mangé en fait en ville hier et je sais pas si c'est ça, mais j'ai été grave malade là hier soir, mais vraiment violent, des crampes de ventre et tout ce qui va avec. Une nuit affreuse avec vomissements, franchement bien compliqué, pas beaucoup dormi, on a eu un vent en plus, une espèce de tempête toute la nuit, donc voilà. Par contre c'est sûr que le paysage est quand même vraiment sympa, on a les montagnes qui sont droit devant, on va te montrer tout ça, et là donc on va en direction de Mestia. Le décor change complètement. On entre vraiment dans les montagnes du Caucase. Un massif qui en impose avec ses sommets qui dépassent souvent les 4000 mètres. À chaque virage, on se retrouve entouré de pics majestueux, des vallées encaissées et des pentes verdoyantes qui semblent sorties d'un autre temps. La route qui serpente jusqu'à Mestia fait partie de l'ancienne route de la soie. Elle est empruntée depuis des siècles par les marchands, les caravanes chargées de soie, d'épices et de toutes sortes de trésors. On est toujours sur la route pour Mestia. Moi j'ai toujours mal au ventre, comme je te disais ce matin, j'ai franchement été malade hier là. Je sais pas si c'est quelque chose qu'on a mangé ou si c'est la gastro, mais franchement j'étais vraiment pas bien, je me sens toujours pas en grande forme, un peu faible. Là on est sur des routes de montagne, c'est magnifique. Bon, c'est de la route hein, mais c'est magnifique. Vu qu'il a beaucoup plu dernièrement, on suit en fait la rivière, je sais pas comment elle s'appelle, mais elle canalise tout l'eau du coup qui descend de la montagne. Et je peux t'assurer que là il y a du débit malgré la saison. Par contre, on voit aussi beaucoup d'endroits où il y a des éboulements de pierres. Parfois même, on voit que la route, voilà, ils ont juste enlevé les gravats, ils les ont posés à droite, posés à gauche. Et puis aussi, il manque de la route. Il manque des endroits où il n'y a pas de route, quoi. C'est assez dingue. Là, par exemple, à l'endroit où on a la route que d'un côté, l'autre côté, c'est du gravier. Mais tout à l'heure c'était carrément un trou. J'étais en train de refaire justement toute la structure qui permettra de maintenir la route. Voilà. On est sur la route et on s'est fait bloquer, du coup on s'est garé un peu sur la voie de gauche. Tu vois il y a des véhicules en face, puis il y a surtout là ce camion donc un camion grue hein, qui lève les blocs de béton pour pouvoir je suppose mieux préparer la route de manière à ce qu'elle ne s'éboule pas à chaque hiver.
ou lors des différentes tempêtes. Et puis là on a donc un petit véhicule de police qui s'est mis là devant nous. Je pense qu'ils vont essayer d'accélérer l'enlèvement du camion. Ce chemin raconte tellement d'histoires. Se retrouver ici, c'est un peu comme suivre les traces de voyageurs venus d'Orient et d'Occident, chacun apportant un bout de leur culture. Les villages que l'on traverse au fur et à mesure sont remplis de tours médiévales, des petites maisons en pierre typiques de la région. Et franchement, avec ces montagnes autour, cette route vers Mestia, c'est vraiment l'aventure en grand. Et c'est la piste numéro 19. Nous avons donc entamé cette fameuse piste numéro 19 du roadbook Explore Georgia, acheté à Batoum, avec l'envie de relever un beau défi. Malheureusement, cette piste s'avère bien plus complexe que ce que notre expérience nous permet de gérer. Classée en difficulté 4 sur 5, avec des passages notés 5, le niveau maximum, elle ne pardonne pas. Surtout avec des dévers impressionnants qui deviennent un vrai souci pour nos véhicules bien chargés. Ah ouais, mais si c'est profond, il y a du dévers, les filles. Faut monter là. Le bordel un peu. Non. Vas-y, braque. Reste pas devant. Mais non, t'inquiète, ça va, ça va, ça va. Après avoir franchi le premier virage serré, on préfère sagement rebrousser chemin. Tu vas doucement. Ouais. Faut tes roues, l'autre roue ce côté-là. Plus tard, un voyageur chevronné qui cumule plus de 30 ans d'expérience Tu glisses. Maintenant c'est bon, reste comme ça et va doucement. nous a rassurés en nous expliquant que ce choix était le plus prudent. Doucement. D'ailleurs, il a lui-même parcouru cette Continue. piste grâce à toute l'expertise accumulée au fil des années. Dans les jours à venir, nous aurons l'occasion de rouler à ses côtés et nous pourrons profiter de ses précieux conseils pour continuer à explorer la Géorgie en toute sécurité. C'est bon mon gars. C'est le spot pour ce soir. Initialement on devait monter sur les montagnes en face. Mais la piste était niveau 4 et elle se transformait en niveau 5. Il a plu, c'est la neige, il y avait des grosses rigoles. J'ai passé le premier virage, Toto a refusé de le passer et je pense qu'il avait raison. C'était un peu plus compliqué peut-être après, donc c'était pas la peine. Donc il a fallu que je fasse demi-tour. J'ai fait demi-tour, ouh c'était pas simple non plus de redescendre, ouh là là. Et donc là on est remonté un petit peu plus haut pour aller voir le paysage d'ici. Franchement la Géorgie c'est vraiment magnifique. On a des paysages de dingue.
Ce matin, on s'est fait réveiller par une vache qui est venue en fait se frotter un peu contre la cellule. Elle est venue sentir le sac poubelle, ma chérie. Bonjour. Bah oui, Fifi. Ah oui. Regarde. Regarde. Non. Je sais pas, mais elle bouffe. Enfin oui, tu vas te faire mal. T'as pris vidéo? Oui. Oh. C'est bon, t'as mangé, c'est bon, t'es contente. Allez, bouge. Et là donc c'est l'endroit où on aurait dû monter hier, mais tu vois si on était monté hier on aurait dû faire exactement comme une connaissance à Pépitoy avec qui il discute là sur Instagram, qui est en cellule aussi mais très expérimenté. Là il a pris le choix de redescendre aujourd'hui. Et là voilà, on les a observés descendre. Et du coup maintenant on se retrouve derrière lui. En fait on l'a croisé dans la ville, on voulait aller mettre du carburant et on l'a croisé là, donc là on se suit, on va aller faire connaissance et on fera peut-être une piste ensemble, ça pourrait être sympa. Après notre échec sur la piste 19, nous avons opté pour une alternative avec les pistes 20 et 21 qui mènent au glacier d'Oujgouli, en plein cœur de la région de la Svaneti. Cette région est célèbre pour ses tours défensives que l'on appelle les tours Sven, typiques de l'architecture locale. Elles sont partout dans les villages et datent du Moyen-Âge. Elles servaient autant de refuge en cas de danger que de symbole de statut familial. En prenant la route, nous traversons ces paysages magnifiques. Mais il faut bien avouer que le tourisme a malheureusement laissé sa marque ici. Il y a à peine 2 ans, il n'y avait que des pistes. Aujourd'hui, malheureusement, ce ne sont que des pistes en béton. Ce qui retire tout de même beaucoup d'authenticité à la région. Le pire, c'est que nous avons appris que ces blocs de béton sont fabriqués directement au cœur de la vallée de Oujgouli. Ce contraste est frappant. D'un côté, les montagnes immenses et préservées, et de l'autre, les signes de l'impact du tourisme. Donc là on a rencontré Tobias, c'est un Suisse qui est parti donc de Suisse il y a 5 ans, il a voyagé pas mal avec son camion. Voilà. Donc là il nous va faire c'est un ancien camion de pompier de 2000. Avec ces là, je peux fermer là. Ouais. Avec ça. Ah oui, tu fais ça. Ouais, ça, ah non, okay. Ça marche. Et ça, ça c'est ton chauffage. Ouais. Là, la cheminée. Ouais. Ouais. Alors ma chérie, c'est comment? C'est très grand à l'intérieur. Ah oui. Bah ouais, ça fait une sacrée cellule. Hein. Ça ici c'est quelque chose de commun, il y a beaucoup de balades à cheval et c'est pour ça qu'il est recommandé dans le bouquin en plus de vérifier donc l'état des chevaux parce que malheureusement le tourisme fait que souvent malheureusement les chevaux sont mal entretenus, quoi, mal nourris, on leur laisse pas de jour de repos, ce qui est, tu t'imagines bien, voilà. Oh c'est tellement beau, oh, j'imagine trop ce que ça pouvait être quand c'était une piste. Là c'est un chemin, hein, mais c'est vrai qu'on croise beaucoup de camions, donc forcément c'est moins glamour, mais c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est ce qu'il nous disait Eric Lignac là, quand il nous disait que justement on passait
bah, il y avait une cimenterie qui était juste là, au pied de la vallée, pour pouvoir justement bétonner les roues, quoi, les routes. Je trouve ça, bah voilà, c'est encore une fois l'humain, quoi, l'humain, c'est... Tu te rends compte un peu, toi, non mais imagine-toi, le gouvernement il autorise de faire une scierie là, quoi. Alors je peux comprendre qu'il y ait des intérêts au niveau des ressources naturelles, mais faut quand même pas abuser, quoi. Je trouve ça un peu fou, quoi. Imagine les pauvres gens qui habitaient dans la vallée et qui voient ça maintenant là. Moi ça me rend triste. Même si la vue derrière est toujours magnifique, hein, mais franchement l'homme. Voilà quoi. Et regarde sur la droite, hein, tu vois le glacier. Alors il y a plusieurs glaciers, on en voit plusieurs en face de nous là. Mais on voit le glacier à droite. Hein. Alors c'est un petit glacier, c'est pas un grand glacier, mais voilà. Alors, avec la fonte forcément tu t'imagines bien que ça va perdre assez rapidement de son intérêt. Après avoir laissé derrière nous la cimenterie, on avance dans la vallée d'Oujgouli, un coin absolument magique de la Svaneti. Entouré par les sommets impressionnants du Caucase, on se rapproche petit à petit du fond de la vallée, avec en ligne de mire le glacier de Chahara, l'un des plus hauts sommets de la région, culminant à plus de 5000 mètres. C'est un endroit réputé pour ses paysages, parfait pour la randonnée et explorer les chemins qui mènent encore plus près de ce géant de glace. L'idée, c'était de trouver un bon spot un peu plus haut pour passer la nuit. Mais malheureusement, juste au moment où on se croit tranquille, le ciel se couvre brutalement. Un énorme orage éclate, transformant la piste en un véritable terrain détrempé et glissant. À ce moment-là, impossible de continuer plus loin. La nature prend le dessus et on se rend compte qu'il vaut mieux rebrousser chemin. Non mais pas forcément, parce que tu vois, regarde là, t'as le soleil, ça peut se lever vite comme ça peut revenir. Et trouver un endroit un peu plus sûr pour passer la nuit. Ouais, juste là, dans la pluie, là, tu vois, dans la nuée d'eau qui arrive, on se retrouve un peu piégé là. Je pense qu'on va faire demi-tour. On attend un petit peu que ça passe et puis on verra ce qu'on va faire après, mais il y en a peut-être pour un petit moment là. Toto il se gare à côté. Regarde là, on se tape des grêlons. C'est pas grave, c'est trop tard. Attendez, non? Bon, Toto il a décidé qu'on allait y aller. Je crois qu'il a envie d'y aller. Donc bah, pas le choix, on va y aller. En plus on est sur un chemin à la con.
dire, quand tu es sur la piste comme ça là, et que c'est trempé, tu fais pas le malin parce que tu sais jamais trop où c'est que tu vas tomber, vu que tu vois plus les trous, et il y a des trous. Alors l'avantage c'est que la piste est quand même gravillonnée, donc pas de risque de vraiment être dans la boue. Mais alors, niveau trou, on est servi, il y a des trous partout, et vu que l'eau les a remplis, tu connais absolument pas la profondeur ni le dénivelé. Si tu aimes nos aventures, alors like, commente et abonne-toi.